Aujourd'hui, c'est vous, Mohamed Bida, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes commandant divisionnaire honoraire de police. Vous avez été l'un des principaux responsables de la sécurité de l'ambassade de France à Kaboul entre 2016 et 2021. 13 jours et 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, c'est le récit absolument dingue que vous signez chez De Noël de l'incroyable opération d'évacuation que vous avez pilotée entre le 15 et le 27 de ce mois d'août 2021. Nous sommes le 15 août 2021. Il faut dire que vous êtes à quelques semaines de la retraite. Kaboul, c'est votre dernier poste. Et ce 15 août, la capitale afghane tombe aux mains des talibans après une offensive éclair. Et rien après cette date ne va se passer comme prévu. Absolument. Ce fameux 15 août, nous étions préparés à évacuer l'Afghanistan, puisque nous savions déjà depuis plusieurs jours que la situation allait dégénérer. L'ambassade de France avait pris ses dispositions, on avait anticipé l'évacuation de nos employés afghans, de leurs familles, et les personnels de l'ambassade étaient en effectif réduit. La planification avait été menée à son terme, mais en revanche, ce qui n'avait pas été prévu, c'est effectivement, non pas l'arrivée des talibans, parce qu'on savait que les talibans arriveraient un jour ou l'autre, mais c'est la volonté, le désir de fuir leur pays, des Afghans qui étaient terrifiés à l'idée de vivre à nouveau sous un régime taliban. Voilà, au fil des heures, après la chute de Kaboul, convergent vers l'ambassade de France, qui est à ce moment-là la dernière ambassade de la Green Zone, de la zone verte, à être encore ouverte. Non seulement des Français qui n'ont pas encore évacué, mais aussi des Afghans qui vous demandent de l'aide. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. C'est tout le paradoxe de cette histoire, puisque effectivement, nous avons été les premiers à anticiper, à évacuer. Non sans critique. Non sans critique, absolument, et nous serons les derniers à partir, parce que nous avons cette obligation morale d'assister les Français qui sont encore présents à Kaboul, mais aussi quelques Afghans qui avaient demandé déjà à partir et qui avaient obtenu des visas pour ça, et se sont agrégés à ce dispositif des centaines, voire des milliers d'Afghans qui ont convergé vers la zone verte, et la seule ambassade encore ouverte, donc l'ambassade de France, des gens qui pour la plupart venaient de Kaboul, voire même de province, puisqu'on avait pas très loin de l'ambassade un parc public où s'étaient réfugiés des milliers de personnes qui avaient fui les provinces afghanes, qui étaient sous le feu des talibans. Et s'est imposé à nous rapidement une nécessité, c'était de mettre à l'abri tous ces gens qui étaient devant les portails de l'ambassade. L'ambassadeur David Martinon fait donc ouvrir les portes de l'ambassade. Vous vous retrouvez à 100, 200, 300, jusqu'à combien de personnes dans l'ambassade ? 500 personnes dans l'ambassade. 500 personnes. Et vous comprenez vite, avec la dizaine d'hommes de sécurité qui sont encore là, qu'il va falloir vous débrouiller tout seul, sans l'aide des Américains. Pour quitter le pays, c'est par les airs. Encore faut-il arriver jusqu'à l'aéroport de Kaboul, qui est à combien de kilomètres dans l'ambassade ? À vol d'oiseau, à peine à 8 km. Voilà, les itinéraires seront plus longs puisqu'il va falloir emprunter d'autres chemins. Et voilà, donc vous vous dites qu'il faut transporter tous ces civils jusqu'à l'aéroport. Et vous vous dites que vous allez les emmener en bus. Déjà, idée assez incroyable. Et chose impossible, sans aller négocier avec les talibans. Exactement. C'est vrai que nous dépendions énormément de la logistique américaine, la logistique militaire notamment. Et Dieu sait que les Américains ont fait beaucoup pour la communauté étrangère à Kaboul, mais les tirs d'armes automatiques sur les hélicoptères américains étaient évidemment quelque chose d'impensable. Et c'est arrivé, donc les Américains ont suspendu et annulé finalement toutes les opérations d'évacuation. Donc pour moi, il était évident que le seul moyen de rejoindre l'aéroport, malgré tous les projets qui ont été initiés par l'ambassadeur, avec l'ambassadeur américain notamment, pour essayer de nous sortir de cet enfer, c'était par la voie routière. La voie routière, et malheureusement, il nous fallait des moyens que nous n'avions pas, des bus. Effectivement, ça paraît un peu saugrenu comme solution. Mais c'est le meilleur moyen de transport à grande capacité que nous avions. Et je savais que dans Kaboul, il y avait des bus, même s'il n'y a pas de société de location, ça n'existe pas à Kaboul. Mais il y a énormément de chauffeurs indépendants et des bus qui traversent toute la ville. Et avec les gens qui étaient déjà dans l'ambassade, notamment notre traducteur, qui s'est improvisé traducteur, donc Wally, nous avons fait appel à ces chauffeurs, un, par téléphone, et planifié avec eux donc le départ de l'ambassade, mais en négociant également avec le responsable du checkpoint, qui était le checkpoint de l'ambassade de France, un taliban, qui détenait, lui, la clé du verrou de ce checkpoint. Et un de vos interlocuteurs, chose incroyable, qui est un taliban, vous demande un visa pour partir. Exactement. C'est une chose qui m'est parue totalement impensable, mais c'est vrai que ce taliban a souhaité quitter son pays également. Il ne voulait pas, comme il me l'a dit, vivre dans ce pays
en me les désignant, d'ailleurs, il désignait ses propres collègues qui étaient devant moi à 200 mètres sur le checkpoint. Il ne voulait pas vivre avec ces gens-là, me disait-il, qu'il voulait absolument donner un avenir à ses enfants et vivre paisiblement. Donc c'est assez surprenant, mais en même temps, les talibans font partie du peuple afghan, puisque ce sont des Afghans. Et le régime des talibans fait peur également à ceux qui rallient ce régime, parfois contraint et forcé. Vous finissez par arriver à l'aéroport non sans mal. Je laisse les téléspectateurs lire le récit de ces heures pendant lesquelles ce convoi finit par arriver à l'aéroport. C'est assez stupéfiant. Et là, ce que vous découvrez à l'aéroport de Kaboul, ce sont des scènes d'apocalypse. Je lis un extrait de votre livre. Je m'attendais au chaos, je découvre une scène d'apocalypse, une scène de fin du monde, de celle que l'on voit dans les films d'anticipation où seuls quelques élus peuvent rejoindre l'arche, tandis que les autres tentent vainement d'y monter au péril de leur vie. C'est ça l'aéroport de Kaboul, on est le 17-18 août. Nous sommes le 18 août au petit matin, je découvre ce paysage autour de moi, paysage de barbelés, de femmes, d'enfants, d'hommes, enchevêtrés dans ces amas de ferraille, avec des soldats américains qui évidemment ont la mission de sécuriser l'entrée de l'aéroport, mais aussi des Afghans, des services de renseignement afghans qui se sont improvisés en maintien de l'ordre, et maintien de l'ordre très violent, très très violent. J'ai eu du mal à décrire les situations que j'avais sous les yeux, parce qu'effectivement, je voyais des femmes, des enfants se faire tirer dessus à la balle plastique, des grenades lacrymogènes jetées au milieu de la foule, et des hommes frappés à coups de bâton, femmes, enfants, sans distinction, vieillards, et ces gens qui étaient dans un état d'hystérie collective, terrorisés à l'idée de rester dans ce pays, qui n'ont pas hésité à se jeter dans des barbelés et à passer parfois 3 ou 4 jours dans ce contexte. On se souvient des images de l'aéroport. Alors votre mission continue après l'opération d'évacuation par bus. Ce qu'il vous faut là, c'est trouver dans les milliers de personnes qui s'entassent dans ce cloaque, donc dans l'aéroport, ceux qui sont évacuables, disons, mais vous avez ni photo ni numéro. Et c'est à ce moment-là que va être prise une photo qui a fait le tour du monde et qui a été notamment postée par votre ambassadeur David Martinon. Vous êtes dans une espèce de fosse septique à ciel ouvert. Racontez-nous, et vous tirez par le bras une femme. Exactement. Je crois qu'on est au 5e ou 6e jour des opérations d'exfiltration, de gens qu'on essaie de trouver. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait des milliers de personnes autour de cet aéroport qui souhaitaient évidemment prendre la fuite. Mais il y avait énormément d'Afghans à travers tout le pays qui auraient aimé être dans cette situation. Et là, je pèse mes mots quand je dis aimer être dans cette situation, c'est pouvoir avoir au moins une issue de sortie et pouvoir quitter ce pays. Et en l'occurrence, cette photo est prise par un ancien interprète de l'armée française, un Afghan, que je venais chercher, mais que je ne trouvais pas au milieu de cette foule. On ne pouvait pas identifier les gens. Et lui m'a identifié à cause du badge que je porte sur le gilet pare-balles. Il se rend compte que c'est l'ambassade de France et il me prend en photo. Il envoie cette photo à Paris, un de ses contacts au ministère de la Défense à Paris, qui nous renvoie cette photo en disant « Voilà, il était là où vous avez extrait cette femme. » Cette femme donc qui se trouvait là. Elle n'était pas sur des listes, hein, c'est une femme qu'on ne connaissait pas, mais à ce moment-là, s'est passée une scène assez tragique. Elle était avec ses 3 enfants, dont un nourrisson, qui s'est retrouvé dans l'eau, bousculé par la foule. Et avec mes 2 collègues, puisque nous sommes 2, on ne les voit pas sur la photo malheureusement, mais on exfiltre cette femme et ses enfants. Et cette femme, aujourd'hui, j'ai eu la grande surprise, il y a 3 semaines, de découvrir qu'elle vivait en France et que son fils était un ancien assistant de l'AFP à Kaboul. Et donc maintenant, je sais qui est cette femme. Et elle vous doit peut-être la vie. Je voulais vous montrer une autre photo, Mohamed Bida, que vous connaissez peut-être pas. Elle a été prise toujours à l'aéroport de Kaboul. Ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que votre nom était devenu d'une certaine façon un sésame. Et cet Afghan-là, il a écrit votre nom sur la pancarte qui tient un bout de bras. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais lui se souvient de vous. Il s'appelle Tahir Payman, il a 28 ans. Il est aujourd'hui à Strasbourg. Et c'est Sonia Ghezali, notre correspondante à Kaboul, qui m'a envoyé cette photo. Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, je crois me souvenir de lui. C'est un journaliste, il me semble. Et effectivement, d'ailleurs, il a des foulards rouges également entre les mains, parce que c'était le premier signe de distinction qu'on leur avait demandé de porter. Mais rapidement, la foule s'est également approprié ces signes qui permettaient d'identifier les Afghans qu'on venait chercher. Et j'ai découvert effectivement cette affiche avec mon nom et puis l'ambassade de France. Mais très rapidement aussi, cette affiche a fait le tour du canal et on s'est retrouvé avec des centaines de personnes qui portaient ce type
signe de reconnaissance. En tout cas, lui, il sait ce qu'il vous doit. En 13 jours, plus de 3000 personnes ont été évacuées par les services français, dont à peu près 1 millier d'enfants. Vous quittez Kaboul le 27 août avec quel sentiment? Celui du devoir accompli? C'est des sentiments très partagés, avec beaucoup d'amertume parce qu'on a le sentiment de n'en pas avoir fait assez, du soulagement parce que c'est 2 semaines de pression intense, mais pression qui avait commencé bien avant, puisque dès la fin juillet, on savait que les événements étaient en train de dégénérer. Soulagement et amertume. Ils vous ont hanté, ceux que vous n'avez pas pu sauver? Pendant quelques jours après mon retour en France, oui, j'ai eu des nuits assez perturbées. Mais moi, j'ai en tête toujours une phrase d'un de mes collègues qui, au moment où on nous a demandé de quitter Kaboul, donc l'ordre nous a été donné d'évacuer, il m'a regardé, il m'a dit « on a fait ce qu'on a pu ». Et en réalité, c'est ce qui s'est passé, on a fait ce qu'on a pu. On a évacué à peu près 3000 personnes qu'on a pu récupérer. On aurait peut-être pu faire plus. Certains nous ont reproché d'en avoir fait trop, d'autres pas assez. Mais je crois que dans ces conditions, il est difficile de porter un jugement sur l'action qu'on a pu porter. Au contraire, moi je pense que la France est honorée de faire ce qu'elle a fait à ce moment-là. Vous avez passé 5 ans dans un Afghanistan qui n'était pas sous la coupe des talibans avant ce mois d'août 2021. Est-ce que ce pays existe toujours pour vous et qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui ce que subit ce peuple, ces jeunes femmes, ces jeunes filles privées d'école et cette famine notamment qui rôde? Aujourd'hui, je suis assez dépité de la situation, mais en même temps, on se dit qu'on y a passé 20 ans. On y a passé 20 ans. Et il faut simplement se souvenir pour quelles raisons nous sommes allés en Afghanistan. C'est à cause des attentats du 11 septembre. Non pas pour défendre le droit des femmes, qui étaient déjà bafoués depuis 1996. Pendant les 5 années de pouvoir des talibans, on a vu les exactions, les scènes de lapidation. Je dirais même que la destruction des Bouddhas de Bamiyan avait suscité plus d'émotions dans l'opinion publique internationale que le sort des femmes. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec les talibans n'est pas une vraie surprise. Mais je pense qu'on a encore les moyens de mettre la pression sur ces talibans qui ont besoin de toute façon de l'aide internationale. Ils ont une situation de famine, une situation sociale qui est totalement dégradée. Et aujourd'hui, je pense qu'ils seraient prêts à des concessions si la communauté internationale accepte de négocier avec eux. Et je crois qu'on a la solution très très proche. Et en même temps, ce qui se passe en Iran commence à faire tache d'huile en Afghanistan. Et c'est vrai qu'on est peut-être à la veille d'un bouleversement dans ce pays où des femmes, comme en Iran, sont en train de modifier le paysage. Si les hommes en Afghanistan ne se laissent pas, comme en Iran, parce que c'est ça le symbolique, c'est qu'en Iran, les hommes sont aux côtés des femmes. Ce n'est pas le cas en Afghanistan. Mais ça peut arriver. On continue à parler d'Afghanistan sur France 24, bien sûr, on n'oublie pas. Merci infiniment, Mohamed Bida, d'être venu ce matin sur ce plateau pour ce récit absolument exceptionnel. 13 jours et 13 nuits dans l'enfer de Kaboul chez De Noël, à hauteur d'homme, qui remet des noms et des visages sur des images terribles d'août 2021. On remercie et on pense à Sonia Ghezali, notre correspondante à Kaboul, dont vous connaissez l'estime qu'elle vous porte. Merci encore.